La peur de l'étranger. Cette hostilité à l'égard d'un groupe de personnes à cause de leurs différences, c'est la xénophobie. Elle existe bel et bien dans nos pays, entre Africains venant de différentes parties du continent. C'est une réalité qui peut avoir des conséquences très néfastes, se traduisant dans plusieurs cas par des agressions verbales ou physiques. Depuis le début du XXe siècle, les attitudes xénophobes sont considérées comme des violations des droits de l'homme. Elles sont condamnées par les lois dans plusieurs pays dans l'objectif d'éradiquer cette vision de l'étranger comme étant une menace. L'analyse de la xénophobie dans sa complexité est un exercice de fond à plusieurs approches. Dans ce sens, nous tenterons aujourd'hui de répondre à plusieurs questions de base, à savoir, pouvons-nous déceler les causes historiques et sociologiques de la xénophobie? Aussi, en prenant comme exemple les dernières violences xénophobes ayant eu lieu en Afrique du Sud, comment celles-ci ont été attisées par un contexte économique particulier. Mais encore, quels sont les enjeux et la responsabilité étatique face à de telles dynamiques? Deux experts avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur notre plateau. Bonsoir, professeur Diop. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir, professeur Mbou. Ça va bien? Oui, bonsoir, Sophia. Ça va bien, magnifique. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sur la bonne forme. Aujourd'hui, nous parlons de ce sujet sensible qui est la xénophobie et nous avons deux experts avec nous pour en discuter. Tout d'abord, monsieur professeur Babacar Diop, vous êtes enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Vous avez été médiateur de l'UCAD jusqu'en 2011, président de l'association panafricaine pour la littérature et l'éducation des adultes en 2017. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier publié en 2018, L'Afrique dévoilée. Que dire d'autre, professeur? Je vous remercie, Sophia, pour l'invitation. Je pense que les médias peuvent et doivent être d'utilité publique et je pense que vous participez à l'éducation informelle. C'est pour cela que je suis très content de participer à cette émission qui me rappelle d'ailleurs des réflexions que nous avions menées il y a à peu près une trentaine d'années dans un journal qui était écrit en Wolof et en Pulaar qui s'appelait SOFA, un journal qui permettait de faire le lien entre ce que nous, les chercheurs, nous pensons et ce que le public également pense et ce que le public fait. Donc ce débat sur la xénophobie me rappelle un article qu'on avait fait il y a ça longtemps sur le thème « Jàmm mba fitna ». Dans une société, comment faire en sorte que les gens puissent vivre en paix ou bien être en conflit. D'ailleurs, nous reviendrons sur cet article et sur bien d'autres choses. C'est nous qui vous remercions, professeur Diop. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Samba Bouri Mboub. Comment allez-vous? Ça va très bien, Sophia. Vous êtes docteur en sciences humaines et en linguistique. Vous êtes militant de l'identité culturelle africaine, bâtisseur de l'unité africaine et vous avez été ancien ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Je suis également membre fondateur de l'Institut Thabo Mbeki pour le leadership africain et coordonnateur de la du comité scientifique de l'Association des anciens normaliens qui s'occupe d'éducation et qui est basée ici, mais également membre de l'Association internationale pour la promotion du Swahili comme langue de l'unification africaine et de la renaissance africaine. Tout à fait. Alors j'en profite du fait de vous avoir tous les deux avec tant de bagages et tant d'expérience sur le sujet et tant d'autres pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous poser la première question à vous, professeur Diop. Est-ce que vous pourriez nous décrire les origines sociologiques et historiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la xénophobie? D'où vient cette appréhension de l'autre, de l'étranger qu'on connaît en Occident souvent, mais qui existe bel et bien
ici dans notre continent. Merci Sophia. J'ai fait mes humanités gréco-latines et le mot xénophobie vient du grec xénos, étranger, phobie, la haine. C'est la haine de l'autre. Et je pense que pour appréhender le phénomène, il faut partir de ce qu'on appelle l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est une manière de penser très simple en termes de typologie, des cas extrêmes. Je donnerai plusieurs cas de figure. Les rapports hommes-femmes. Vous me direz qu'aujourd'hui, il y a des réalités aussi débattues, les transgenres, etc. Mais je prends les cas extrêmes. Jeunes adultes, grands petits, avoir un embonpoint et également être très mince, les montagnards et les habitants des plateaux, des plaines, les noirs et les blancs, les monothéistes, les polythéistes, ceux qui parlent une langue déterminée et ceux qui ne comprennent pas cette langue, et les citadins, et les ruraux, les maîtres et les esclaves, les riches et les pauvres. Vous voyez bien, Tant de différences. Ces différences-là, effectivement, existent dans la société. Je vous donnerai un exemple très concret. J'ai eu l'expérience, quand j'étais très jeune, moi je suis né à Saint-Louis du Sénégal. J'ai vu au lycée, tous les professeurs étaient des Blancs. Il n'y avait que 2 Africains à peu près. Et je me rappelle la première fois que je suis venu à la maison avec un jeune condisciple blanc, mais mon jeune frère qui avait 2 ans, quand il a vu, il a crié et il a fui, parce qu'il n'avait jamais vu de si près un blanc. Et nous qui avons, parce que Samba, nous on l'appelait Batch, et il m'appelle Bouba, quand on était en France, en Europe, on a fait l'expérience d'aller dans des villages où les gens n'avaient jamais vu de noir. Et quel type d'expérience c'est? Alors, ça, c'est un élément sur lequel il faut insister. Alors, maintenant, il y a soit attirance, sympathie, empathie, ou bien méfiance, répulsion, peur. Pour me résumer, il y a 2 thèses qui s'affrontent dans l'histoire de l'humanité. Il y a une thèse développée par un philosophe, Hobbes, qui dit « Homo homini lupus ». L'homme est un loup pour un autre humain. En face, il y a une réflexion très profonde africaine qui est aujourd'hui dans beaucoup de manuels et qui est résumée par une pensée wolof, nit nitay garabam. Voilà 2 manières de voir et d'appréhender les choses. Qui sont tout à fait opposées d'ailleurs, parce que... Qui sont opposées, mais il faut essayer de voir pourquoi c'est opposé, ces 2 démarches, et comment les concilier par l'éducation et la formation. Parce qu'entre les 2 positions extrêmes, il y a la pensée d'Aristote qui dit l'homme est un animal politique. L'homme est éduqué par la cité. Donc, zoon politikon, il faut trouver par l'éducation une manière de réduire ces formes d'agressivité, ces différences extrêmes. Donc, s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas de formation, ma foi, bonjour les dégâts. Donc, il faudra qu'on revienne sur ces facteurs d'éducation. Je dirais un petit mot sur le fait qu'il y a une science que moi je développe dans mes cours de master qu'on appelle la physiognomonie. Dans l'histoire des civilisations, il y a des formes de pensée qui mettent en relation l'apparence physique et les caractères moraux. Ce qu'on appelle la physiognomonie, qui existe chez les Latins, chez les Grecs, chez les Arabes et dans beaucoup de civilisations. Le fait de percevoir quelqu'un et de vouloir déduire à partir de son apparence des caractéristiques morales. Ça peut induire en erreur. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'il y ait une dynamique qui a abouti au racisme. Ouais. À vouloir classer les populations et à vouloir établir une hiérarchie. Je signale que le dernier numéro de la revue qui s'appelle Ankh, qui est publié par Cheikh Mbacké Diop, le fils de Cheikh Anta Diop, cette revue, il y a un numéro excellent sur l'histoire du racisme. Donc on est parti de quelques observations et on a voulu déduire
de ces observations, bien sûr avec des enjeux économiques, des enjeux politiques. Et c'est ça qui a amené le racisme, surtout au moment où l'Europe, vous avez raison, a dominé une partie du monde, une très grande partie du monde. Ils ont voulu hiérarchiser et ils ont développé le racisme. Et vous avez raison, le racisme, dans sa théorie aujourd'hui développée, doit beaucoup au racisme européen et au racisme blanc. Et justement, on reviendra plus tard sur le racisme. En parlant de xénophobie, ce qu'on retient aussi par rapport à votre analyse, c'est l'inconnu. L'être humain a tendance à rejeter l'inconnu, ce qu'il ne connaît pas, et les préjugés surtout, parce que quand vous parlez de vouloir caractériser une personne par rapport à ses appartenances, etc., on pense directement à la notion de préjugé. C'est ça. Monsieur l'ambassadeur Mboup, j'aimerais aller encore plus concrètement dans le sujet avec vous, en donnant justement l'exemple des dernières violences xénophobes qui ont eu lieu en Afrique du Sud, pays où vous avez été ambassadeur auparavant, ambassadeur du Sénégal. Pour nos téléspectateurs, je vais juste revenir peut-être sur le contexte de la chose. Depuis le dimanche 1er septembre, des chauffeurs routiers sud-africains mènent une grève pour dénoncer l'emploi de conducteurs étrangers, bloquant des routes et incendiant des véhicules à travers le pays. Des violences qui coïncident avec le déclenchement d'une vague d'agressions contre des étrangers à Johannesburg et à Pretoria, qui ont eu lieu le 2 et le 3 septembre et qui ont fait à l'heure d'aujourd'hui une totalité de 12 victimes. Donc c'est un peu ça le contexte dont on parle. Par rapport à ce contexte, j'aimerais que vous nous donniez une analyse économiquement parlant. C'est quoi le contexte économique dans lequel on se trouve en Afrique du Sud qui a pu peut-être accentuer toutes ces violences, selon vous? Merci beaucoup. Avant, permettez-moi juste de réagir à ce qu'a dit mon frère et ami professeur Bouba Diop concernant l'opposition de ces deux visions génériques, disons de l'autre, dans laquelle il a bien campé la vision africaine par opposition à une autre vision qui considère l'autre un peu comme une menace, la source de tous les maux. Il a cité le proverbe Nit Nitay Garabam. On retrouve exactement la même chose, aussi paradoxal que cela puisse paraître, en Afrique australe, y compris en Afrique du Sud. En Sesotho, on dit Umuntu, Ngu Muntu, Ngabanye Bantu. Ça veut dire exactement la même chose. Ce qui veut dire en français, l'homme est un remède pour l'homme. L'homme est homme, enfin l'homme, la personne humaine est personne humaine à cause des autres personnes humaines. On a exactement la même chose en langue Tswana, Moto, Kemoto, Kabato. Donc c'est vraiment une vision qui est partagée largement au niveau de l'Afrique, y compris en Afrique australe, ce qui rend d'autant plus paradoxal ce à quoi nous avons assisté en termes d'attaques contre des étrangers. Et on parle de xénophobie, moi je préfère parler d'afrophobie, c'est-à-dire de xénophobie sélective en fait. Même si d'autres communautés ont par la suite été victimes, les principales victimes ce sont des Africains. Et cela s'explique par un certain nombre de choses, pas seulement qui ont trait au contexte économique, mais également à d'autres aspects liés en particulier à l'héritage idéologique et culturel de l'apartheid, qui a consisté, comme d'ailleurs tous les systèmes de domination, y compris ici, nous n'échappons pas à cela. Nous pensons que nous, en particulier nous les soi-disant francophones, je n'en fais pas partie d'ailleurs, comme ayant échappé à ce syndrome ou qui se manifeste de différentes manières. Donc il y a un système de décérébration mentale, de conditionnement mental qui consiste à valoriser les autres et à ne pas considérer ce que nous avons en partage. Et cela donc c'est un héritage de l'apartheid. Que nous partageons avec les autres, même si nous n'avons pas eu l'apartheid ici. Mais pour en revenir au contexte économique, oui, c'est vrai, effectivement, le contexte, les conditions économiques jouent un rôle extrêmement important dans ce qui se passe aujourd'hui.
Par exemple, il y a l'aggravation de la pauvreté, de la misère, à la fois matérielle et morale, hein, au niveau des masses déshéritées en Afrique du Sud, dans des communautés comme Alexandria, où les choses sont passées, les Nasia également, au sud de Soweto, Diepsloot, Soweto, Mamelodi, Gugulet, etc. Dans ces endroits-là, dans un contexte de dépravation et de privation plutôt matérielle et de misère morale, eh bien, le bouc émissaire est tout de suite trouvé. C'est le voisin qui généralement se trouve dans une situation relativement meilleure. Et cela est relativement meilleur parce que bon, il fait du commerce, etc. Bon, mais cela est aggravé aussi par le manque de ce qu'ils appellent delivery, c'est-à-dire l'échec des élites, aussi bien sur le plan national qu'au niveau des gouvernements provinciaux, des gouvernements municipaux et des gouvernements locaux, à créer des conditions pour la population de pouvoir avoir accès aux services de base, hein, eau, assainissement, électricité, un logement décent, éducation, santé, etc. Donc ça ne fait qu'aggraver. Dans ces contextes-là, ce sont des facteurs, effectivement, qui ou causent ou aggravent ces tendances à l'hostilité envers les étrangers entre guillemets, parce que certains ne sont pas étrangers. Si nous avons le temps, nous pourrons revenir sur le rôle que l'Afrique et les Africains, les pays africains de ce qu'on appelait à l'époque la ligne de front, donc qui sont les pays voisins de l'Afrique du Sud, ont joué dans le processus de libération. D'étrangers, parce que je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ça. C'est quoi vraiment qui définit un étranger? Parce que comme vous le dites, quand on a eu un rôle dans un certain pays, est-ce qu'on doit être considéré comme étranger? C'est assez flou pour moi. Peut-être que on pourra y revenir tout à l'heure. Oui, bien entendu. Ce que je voudrais dire un mot à propos, effectivement, de la conception qu'on a de l'étranger. Oui. J'ai dit tout à l'heure, la haine de soi conduit à la haine de l'autre. C'est vrai, Samba est au courant. En 2012, on était ensemble en Afrique du Sud, quand il y a eu des événements très graves à Marikana. Il y a eu 34 morts lors d'événements au pays et donc, de Nelson Mandela. 34 Sud-Africains tués par la police parce que tout simplement, ces personnes, c'est des travailleurs, des syndicalistes, étaient en train de revendiquer. Moi, je suis resté durant cette période là-bas. J'ai vu également que les mêmes phénomènes qu'on voit un peu partout en Afrique, les partis politiques qui se battent, il y a des violences partout, quand il y a des renouvellements des instances, etc. Et on utilise des fois les différences ethniques. Quand le livre qui a été mis à votre disposition tout à l'heure, oui. Ce livre, quand vous le lisez, vous allez vous rendre compte que le gouvernement sud-africain a envoyé une partie de la police dans un endroit où les gens ne parlaient pas la langue, effectivement, des policiers. Donc, on a créé une situation où, effectivement, dans son propre pays, oui. Des Sud-Africains se trouvent face à des étrangers qui sont également Sud-Africains, parce que les gens ne parlent pas la même langue, et c'est les mêmes méthodes qui étaient utilisées au niveau de l'apartheid qui sont utilisées. Donc, il y a une certaine instrumentalisation, il faut le dire alors. Je voudrais, la manipulation. Et ça nous rappelle, juste avant, ça nous rappelle même le génocide du Rwanda, où c'était carrément... le premier papier, quand Sud Magazine a été créé, il y a eu un article sur ce qu'on a appelé les relations entre les Hamites et les véritables Bantous. C'est des créations de l'Occident pour dire que dans ces pays où les gens sont ensemble depuis des millénaires, Hutu, Tutsi, toi, subitement on a décrété qu'il y en avait qui étaient plus africains que d'autres, il y en avait qui avaient le nez plus aquilin que d'autres. On a commencé à créer des différences ethniques et ça a été catastrophique. Donc vous avez raison, c'est les manipulations, c'est la manipulation de l'histoire, la manipulation à travers les médias. Mais je voudrais vous dire même qu'il y a des dangers. Quand on était étudiant en France, à un moment,
on a vu dans les mairies de gauche en France, les gens soutenir les immigrés, mais à un certain moment, on a développé des théories du genre seuil de tolérance. Qu'à partir d'un certain moment, s'il y a beaucoup d'étrangers, ça commence à devenir compliqué et on a vu effectivement des gens qui étaient à gauche rejoindre les positions de droite sur la question de l'immigration. Parce que, comme vous dites, il y a eu manipulation. Au Sénégal, en 89, quand il y a eu les événements sénégalo-mauritaniens, on a manipulé les populations aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal. Et on a vu des Sénégalais qui avaient le teint clair tués. Et en Mauritanie, des Mauritaniens noirs ont été tués. Quand il y a eu des problèmes entre le Sénégal et la Guinée à un moment, à cause des matchs de football, il y a eu des manipulations. Vous avez raison. Et je vais vous donner une information. J'ai été ahuri, moi, quand j'étais médiateur à l'université. Un moment, parce qu'il y avait un numerus clausus, le gouvernement sénégalais, à l'époque, disait que certains étudiants ne pouvaient pas être donc admis à cause des pénuries, de manque de classes, de professeurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, pour la première fois de ma vie, des étudiants sénégalais faire la chasse aux Marocains et aux Mauritaniens, ici à Dakar. Wow. J'étais ahuri et j'ai dit aux étudiants, j'étais loin de m'imaginer que dans mon pays, il y a des points de vue d'extrême droite. Parce qu'on faisait la chasse aux Mauritaniens et aux Marocains. Mais la faute, c'était quoi? C'était parce que le gouvernement n'avait pas pris les dispositions pour que tous les étudiants puissent être inscrits, tous ceux qui avaient le bac. Je trouve ça important de relever ce genre d'exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand des étudiants également, une autre période, ne sont pas inscrits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé tout ce qu'il y avait comme bureau de professeurs. Ils ont dit que oui, les professeurs, c'est des citadins, que les étudiants, c'est des ruraux, et qu'on va tout casser. Donc, quand la gouvernance est mauvaise, ça se répercute. Et comme vous dites, on manipule les populations et ça crée la catastrophe. Et c'est comme... Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est le cas de l'ivoirité. D'accord. Moi, j'étais là au Sénégal quand ces dirigeants ivoiriens commençaient à théoriser l'ivoirité dans les années 90. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici au Sénégal, j'étais avec des amis des droits de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Salif Ndiaye, qui est ambassadeur du Sénégal, ambassadeur de Côte d'Ivoire, nous dit oui, mais dans son pays, il était professeur d'université, un pharmacien. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des lois, il faut qu'on respecte les lois et les règlements. On lui a dit, mais attention, on est tous des Africains. Ce mythe de l'ivoirité, ça va amener la catastrophe. Alors vous savez ce qui s'est passé? 2 jours après cet entretien, ils n'ont pas voulu nous écouter, il y a eu un coup d'État. M. Robert Gueye a fait un coup d'État, a pris le pouvoir. Alors, savez-vous qui a remplacé Robert Gueye, le pauvre qui a été assassiné? C'est M. Salif Ndiaye qui l'a remplacé au niveau de son parti. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ces affaires d'ivoirité ou de sénégalité. On est des êtres humains, on est des Africains. Eh bien, il faut qu'on soit ensemble sur cette terre. Il faut qu'on se respecte, qu'on partage. Sinon, bonjour les dégâts, les manipulateurs, attention. Comme quoi, comme vous le disiez tout à l'heure, pour revenir un peu sur le cadre économique et l'instrumentalisation qui a été si bien expliquée par professeur Diop, lorsque il y a un manquement au niveau économique et ce taux de chômage qui est si élevé justement en Afrique du Sud, qui fait que les Sud-Africains se sont retournés contre les étrangers. Et lorsqu'on voit la une de certains journaux, les mots qui sont lancés, c'est « les étrangers viennent prendre nos boulots, notre travail, notre chance ». Et ils sont amenés à réfléchir comme ça. Et bon, comme on le dit en wolof, ñàkk pexe fait qu'ils sortent dans les rues et ils se retournent contre le voisin. Quelle est justement comment on peut réagir économiquement pour ne pas que ça arrive à ce stade-là, en fait? C'est la question qu'on se pose. Mais c'est une question très, très difficile à répondre. Elle est complexe parce qu'il y a plusieurs volets. Il faut d'abord prendre en considération, disons, le contexte macro. Le contexte macro selon lequel, bien qu'à l'apartheid, les Noirs aient pu hériter, entre guillemets, mais au prix de lutte, d'une lutte très très forte du pouvoir politique,
l'essentiel du pouvoir économique est encore entre les Blancs. C'est les Blancs qui continuent à contrôler la terre. La terre est encore entre leurs mains, pas seulement d'ailleurs en Afrique du Sud, mais même dans les pays environnants. Bon, il y a des velléités pour essayer de renverser cela au Zimbabwe, on sait ce que cela a donné, en Namibie, etc., mais au Mozambique, en Angola, etc. On a toujours des problèmes comme cela. Donc la terre, les mines, oui, mais également le capital industriel et financier, les banques, les assurances, etc., etc. Donc ce sont, mais pas seulement cela, ce sont les Blancs qui contrôlent également les lieux de production du savoir. Dans les universités, quand vous regardez le corps professoral, donc qui ont les médias sont encore contrôlés par des groupes, des holdings aux mains des Blancs. Donc ce sont les Blancs qui détiennent en fait la réalité du pouvoir. Dans ces conditions-là, des politiques comme le Black Economic Empowerment, qui consistait à favoriser l'éclosion d'une classe moyenne, d'une classe d'entrepreneurs noirs, n'a eu que des résultats très moyens, d'autant plus que d'ailleurs cette classe, au lieu de profiter de cette occasion-là, donc d'avoir accès à des prêts bancaires, à certaines facilités, pour se développer, se promouvoir comme une classe d'entrepreneurs créatrices d'emplois et productrices de plus-value et d'argent, en fait, se sont cantonnés dans le consumérisme, quoi. Ils achetaient des jolies voitures, ils voyageaient, bon, ils cherchaient des jolies femmes pour leur tenir compagnie, etc. Est-ce que vous pensez que je n'aime pas utiliser ce terme, les Noirs, mais la population africaine et panafricaine est beaucoup dans le consumérisme, dans le sens où la créativité n'est pas forcément exécutée et qu'on a plus l'habitude de consommer tout ce qu'on nous envoie? Est-ce que l'instrumentalisation n'est pas plus facile à ce niveau-là? Oui, mais non, bien entendu. Bon, ça, c'est le résultat d'un conditionnement dans le cadre du système capitaliste tel qu'il est structuré au niveau des classes dominantes, des groupes dominants, mais également de la répartition des fonctions entre un centre tout puissant et puis une périphérie, en fait, dont fait partie l'Afrique. Et c'est vraiment une situation qu'il convient d'inverser. Et il y a des moyens de l'inverser, mais cela nécessite de revoir un certain nombre de paramètres et de changer totalement de paradigme. D'abord, de la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et dont nous organisons notre rapport à notre temps, à notre espace, l'image même que nous avons, à notre image de nous-mêmes. Quand on regarde, par exemple, le comportement des classes dominantes en Afrique, il y a quelque chose de pathologique qu'on ne retrouve qu'en Afrique. C'est-à-dire, par exemple, la corruption, la concussion, etc., le népotisme n'est pas du tout un monopole africain. On le retrouve un peu partout. Mais par contre, quelque chose qui est propre à l'Afrique, c'est que les classes, même quand elles volent ailleurs, en Arabie, dans les pays asiatiques, etc., elles réinvestissent au moins une partie pour faciliter la vie aux populations, qu'elles aient accès à un certain nombre de services de base. Mais en Afrique, non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qu'il y a de pathologique, c'est que nos dirigeants ne se rendent même pas compte que le regard que l'étranger peut poser sur les masses déshéritées, donc dans leur misère matérielle et morale, c'est exactement le même regard de mépris que ces étrangers-là posent sur eux-mêmes, quoi. Donc, il y a un manque de patriotisme, on peut l'appeler comme ça, peut-être un manque de conscience nationale. Certainement, c'est même plus grave que cela. C'est un comportement en fait criminel et en cela, c'est quelque chose qui est général sur le continent africain. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le rythme de prédation de nos richesses nationales avec la complicité des élites nationales, et je dis presque partout en Afrique, c'est quelque chose de criminel. Ces gens-là sont en train de mettre en péril l'avenir, pas seulement des générations actuelles, mais des générations futures. C'est-à-dire que l'Afrique se trouve aujourd'hui dans une situation de menace de recolonisation perpétuelle, parce que vous pouvez le voir, vous promenez vers Sali, vers etc. et tout ça. Ici au Sénégal, vous vous rendez compte que les meilleures terres sont aux mains des étrangers, et ces terres ont été acquises avec la complicité d'élites, ou sur le plan national ou sur le plan local,
qu'on a corrompu avec, je ne sais pas, quelques billets ou quelques liasses, etc., ou avec quelque chose d'autre. Et si cette tendance continue, le risque, c'est que nos enfants c'est vous, mais nos enfants de nos enfants, vos enfants et les enfants de vos enfants finiront par vivre comme des étrangers en Afrique parce qu'ils ne posséderont absolument plus rien, parce qu'ils auront été privés de terres qui ont été vendues, mais également des mines, des ressources naturelles, des forêts, des surfaces d'eau, etc., etc. Écoutez, tout d'abord, avant de continuer, j'aimerais saluer le fait que ni l'un ni l'autre, vous ne mâchez pas vos mots et vous dites exactement ce que vous pensez, ce qui est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup vraiment pour ça. J'ai beaucoup de choses à dire sur vos dernières interventions, mais peut-être qu'on va y retourner tout à l'heure parce que j'ai quelques questions à vous poser. En attendant, professeur Diop, tout à l'heure vous avez soulevé le racisme. On ne peut pas parler de xénophobie sans vraiment parler de racisme parce que c'est disons, deux concepts qui sont frères, si on peut le dire, mais sans être exactement les mêmes. C'est ça. Et j'aimerais que vous nous éclaircissiez sur cette différenciation. C'est quoi la différence entre le racisme et la xénophobie pour que les gens comprennent bien? Oui, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a un cheminement à partir de cette perception de l'altérité. Il se peut qu'on développe des préjugés, en anglais prejudice. Donc on peut développer des préjugés, même entre nous, Africains. Vous savez, les Wolofs, ils parlent de l'Akkat, wow. Même en parlant d'autres Africains. Les Égyptiens, si on fait égyptologie, ils parlent de Remet, c'est l'être humain. Ils se considéraient comme les êtres humains par excellence. Et ils avaient d'autres Africains à côté d'eux, ils les appelaient les Nehesiou. Cheikh Anta d'ailleurs fait le rapport avec Nassakh. Donc, ce cheminement de glissement en glissement, on peut arriver effectivement à ce sentiment de xénophobie et ensuite à un sentiment, surtout quand il y a des théoriciens, ceux qui manipulent les appareils idéologiques d'État, et on en arrive au racisme, parce que le racisme sert des intérêts de groupes déterminés. L'idéologie, la différence entre idéologie et préjudice, c'est que l'idéologie, c'est le fait de groupes constitués qui défendent, comme il a dit, des intérêts précis. Vous savez, les idéologues, ils ont un boulot, ils ont un métier, et vous pouvez voir régulièrement, tous les 5 ans, vous allez voir des farfelus européens qui vont écrire des choses sur l'Afrique, mais ils sont payés pour ça. Il y a même des Africains qui sont payés pour faire ce genre de boulot. Mais ça, c'est un travail méthodique, et c'est ça qui amène au racisme. On dit, voilà, que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, et on développe des théories sur la craniométrie. On va dire que les Noirs, ils ont telle forme de crâne, comme si tous les Noirs avaient la même forme de crâne. Ah oui, et ces théories ont été d'abord utilisées en Europe. On a dit que les pauvres en Europe, ils étaient dolicocéphales et les riches étaient brachycéphales. Quelques années après, c'est les mêmes théories qu'on a appliquées aux Africains. Donc, le racisme, c'est une théorie élaborée, et c'est ça la différence avec la xénophobie. La xénophobie, ça peut être une réaction épidermique. On pense que les étrangers nous prennent effectivement la nourriture, on les chasse, et là aussi, il y a beaucoup de manipulation. D'où l'intérêt de l'information. Moi, quand je parle d'information et d'éducation, c'est éducation formelle, non formelle et informelle. Ces 3 formes d'éducation, le cinéma, la radio, la télévision, tout ça, ça participe de l'éducation. Si ce n'est pas fait dans un pays, ben effectivement, bonjour les dégâts. C'est pour ça que Nelson Mandela a beaucoup insisté sur l'éducation. Il disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour des transformations sociales, pour transformer même les mentalités. Cheikh Anta Diop a écrit là-dessus. Donc, il est important d'éduquer les peuples, d'éduquer les citoyens. Et l'éducation, ce n'est pas de manière unilatérale, c'est de manière dialectique. On apprend toujours des autres. Et il faut écouter et avoir les bonnes informations. En plus de l'éducation, il y a la justice sociale. Il a raison, s'il n'y a pas de justice sociale, dans l'article en question, on a souligné le problème déjà dans les années 90. À l'époque, Mandela n'était même pas libéré. Il y a la solidarité qu'il faut développer. Si vous ne développez pas la solidarité,
mais les gens ils vont s'entretuer. Le respect mutuel, il faut respecter ceux qui ont une autre religion, ceux qui ont une autre manière de vivre, une manière de penser. Et il y a également l'aménagement du territoire. Attention, s'il n'y a pas d'aménagement, la promiscuité, ça crée des tensions. Si les gens vivent tous dans la pauvreté, dans les inondations, si on dit à Wolof, ni bu xatee, des problèmes. Beaucoup de musiciens l'ont chanté. Coow li ci kër gi. Nañu yaatal géew bi. Budul loolu, effectivement, il va y avoir des problèmes. Donc, il faudrait tout cela, la théorie du devenir, le khéper, pour parler comme les Égyptiens, il faut l'homo, certes, l'homo, on insiste sur le fait que le radical, les Européens insistent sur l'humus, la poussière, les Arabes, ils parlent, on est né poussière, on va mourir poussière. Mais attention, il y a une autre dimension. Chez les Égyptiens, il apparaît de notre pensée africaine profonde. L'être humain, remède, c'est les larmes. L'être humain, c'est d'abord quelqu'un qui pleure, qui a des sensations. On peut dire qu'il peut rire aussi. Rire, pleurer, c'est ça l'être humain. C'est pas seulement l'être en chair et en os, mais il a ses émotions. Donc, il faut prendre tout cela en charge. Rabelais disait que mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Ok, on peut parler du rire, mais il faut parler aussi des gens qui pleurent. Il faut parler des souffrances et il faut prendre l'être humain dans sa globalité. Sinon, il va y avoir des frustrations, la xénophobie. Et ici, il y a des groupes de théoriciens qui parlent du racisme. Ben, les dégâts sont énormes. Et entre Africains même, on peut s'entretuer. Parce que certains vont nous dire que tel groupe africain est mieux nanti que tel autre, ce qui est absolument faux. Parce que les différences entre les Zoulous, les Bantous, les différences entre les Wolofs, les Sérères, les Alpulaar, ben, il ne faut pas cultiver ce genre de théorie raciste. On a vu au Sénégal, à l'intérieur d'un parti politique, des gens effectivement tirer ce genre de théorie. Quand il s'agit également des partis adverses, on a vu ce genre de théorie, il faut refuser cela. Et il faut que le débat soit sur le terrain politique, sur le terrain économique, mais non sur le terrain des préjugés. Ça, il faut les combattre. Et si on les accepte, il va y avoir des difficultés. Oui. Et le chemin peut être long, mais il faut mettre l'accent sur l'éducation. Une belle distinction, un beau développement. Vous avez cité Nelson Mandela qui doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe avec tout ce qui se passe dans son pays actuellement. Je sais que vous voulez réagir, ambassadeur. Je vais juste peut-être, avant de vous laisser réagir, j'avais une question pour vous sur les enjeux géopolitiques et la responsabilité étatique, mais j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal parlé de ça tout à l'heure en parlant de la responsabilité des dirigeants dans la division du peuple et la richesse du peuple. Peut-être vous avez d'autres choses à rajouter sur ça, oui ? Justement, oui, parce que, comme disait Bouba tout à l'heure, le problème de l'éducation est extrêmement important. Et dans le cas de figure qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a une responsabilité fondamentale du leadership sud-africain en particulier, qu'il s'agisse du leadership politique, y compris l'ANC, ou du leadership intellectuel, donc les universitaires, à éduquer les enfants, la jeunesse sud-africaine, dans un esprit panafricaniste. Vous savez, quand on regarde par exemple les réactions qu'il y a eu, le président Cyril Ramaphosa, président de la République, qui est aussi impliqué dans les problèmes de Marikana, du massacre de Marikana, ça c'est de notoriété publique, a réagi seulement 2 jours après que les massacres aient continué. Pour les condamner, pour dire que c'est condamnable, etc. Le porte-parole de l'ANC, si vous suivez ces interventions, en fait, il s'est cantonné ou
à dégager en touche, c'est-à-dire à essayer d'orienter, à fuir les véritables causes, pour parler de problèmes de drogue, qu'il y a des criminels nigérians qui vendaient de la drogue et que l'histoire est partie de là. C'est totalement faux. Hein. Même ici, la réaction de l'ambassade d'Afrique du Sud, je suis désolé de le dire parce que je connais très bien l'ambassadeur, c'est un ami, c'est un frère, mais il faut le dire, l'ambassade d'Afrique du Sud s'est contentée d'abord de réagir à travers un premier secrétaire. Je ne sais pas si vous connaissez, dans la hiérarchie d'une ambassade, oui, un premier secrétaire n'est pas un conseiller, n'est pas un deuxième conseiller, a fortiori un premier conseiller ou un ministre plénipotentiaire, etc. Ouais. Donc cela, ce sont des choses qui nous étonnent, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Je veux dire, les réactions au niveau de l'Union africaine en dehors, ce sont des réactions. Et il ne s'agit pas de réagir avec des paroles, mais de mettre en place des dispositifs de prévention de ce genre de solutions. Alors, pour en revenir à l'Afrique du Sud, parmi les victimes, parmi les premières victimes, il y a des ressortissants des pays voisins, hein, des Zimbabwéens, des Mozambicains, des Zambiens, etc. Alors, c'est d'autant plus inacceptable, d'ailleurs, rien dans tout cela n'est acceptable, que ces pays voisins ont joué un rôle fondamental dans le soutien à la lutte de libération du peuple sud-africain. Les bases militaires se trouvaient ou en Zambie, Mozambique, etc. Il y avait, hein, en Tanzanie, il y avait un comité de libération de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, où les États africains et les peuples africains, y compris parfois des écoliers africains, en Tanzanie, on obligeait les écoliers, on prenait une partie de ce qu'on devait leur donner comme budget pour leur acheter des cahiers ou des livres, on les versait dans le fonds de soutien au mouvement de libération, etc. Quand les dirigeants de l'ANC, en particulier, parlent du soutien au mouvement de libération, ils auront tendance à parler des soutiens non africains, des pays scandinaves, etc. C'est comme s'il y avait une espèce de fausse conscience ou de conscience honteuse ou de conscience malheureuse à reconnaître que les pays africains ont également soutenu cette lutte-là. J'ai vécu au Mozambique pendant 7 ans, pendant la lutte de libération du peuple sud-africain. Je peux témoigner du prix en infrastructures détruites, mais des infrastructures développantes, hein, et en misère, en problèmes de toutes sortes, que le peuple mozambicain a dû payer. Et quand je parle du peuple mozambicain, je peux parler du peuple zambien, du peuple zimbabwéen, etc., etc. Angola. Hein, Angola, hein, simplement parce qu'ils ont soutenu le mouvement de libération en Afrique. Mais l'assassinat du président Samora Machel, ouais, à Mbuzini, la tragédie de Mbuzini, en novembre 1986, un avion présidentiel qui a été abattu, hein, enfin guidé, mais c'est comme si on l'avait abattu, avec 44 des cadres supérieurs. C'est-à-dire que c'était un véritable génocide d'une certaine façon. D'autant plus que les Portugais eux-mêmes ne formaient pratiquement personne. C'est-à-dire que ces cadres qui ont été formés l'ont dû aux efforts de leurs parents, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait inacceptable. Vraiment, je ne sais pas, que des ressortissants de ces pays-là puissent avoir ce traitement-là, les autres Africains, ouais, etc. Donc, il y a un problème. Alors, si vous permettez, hein, parmi les au niveau de l'intelligentsia sud-africaine, je ne sais même pas si on peut parler d'intelligentsia dans ce cas-là, si on entend le concept d'intelligentsia au sens de Gramsci. Parmi cette intelligence, il y en a certains qui ont des attitudes et des discours xénophobes et afrophobes. Je reviens encore sur ce concept-là. Alors qu'ils ont eu la chance de faire des études supérieures en Tanzanie, au Nigeria, au Ghana, ailleurs en Afrique, grâce à la solidarité africaine. Certains sont des collègues, hein, bon, après avoir fini
Comme vous savez, ma mission comme ambassadeur, Oui. je suis retourné à l'université. Certains sont des collègues, des professeurs qui ont profité de cette solidarité africaine et aujourd'hui, ils épousent exactement les mêmes thèses afrophobes. Donc, il y a un problème vraiment. Il y a un vrai problème, je dirais même un problème identitaire à ce niveau-là, surtout quand vous parlez d'afrophobie. Quand vous parlez de ce contrôle occidental sur nos richesses et que vous dites que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est eux qui contrôlent, que c'est eux qui instrumentalisent, que c'est eux qui manigancent, comment faire la différence entre ce volet-là et toujours ce caractère hospitalier qu'on a en Afrique et qu'on ne devrait peut-être pas perdre? Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution pour ne pas se perdre et pour ne pas perdre notre identité et le contrôle de nos ressources sans tomber justement dans la fermeture et dans la xénophobie nous-mêmes en rejetant l'étranger totalement? Bon, l'Afrique a essentiellement 3 problèmes à régler si elle veut sortir de l'impasse. Le premier, c'est un problème d'unité, on le voit à travers ce dont nous parlons, hein, le rejet de l'autre, des Africains, etc., et des manifestations de violence. Le deuxième, c'est un problème de souveraineté. C'est parce que nous ne contrôlons pas les centres de décision sur notre réalité économique, politique, etc., ou parce que nous prenons de mauvaises décisions dans ce sens-là, hein, parce que l'absence de souveraineté, c'est aussi cela. Hein, c'est-à-dire qu'on vous laisse, on vous induit en erreur, ou alors on vous exclut des centres de décision. Donc, manque d'unité, problème d'unité qu'il nous faut régler. Deuxièmement, régler le problème de la souveraineté. Et le troisième, et c'est peut-être même le premier problème, c'est le problème de leadership, ou l'absence de leadership en Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est que, d'abord, il faut faire la différence entre un gouvernant, Kouinguru, et un leader, Njit, quelqu'un qui se préoccupe du sort des autres. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est très riche en gouvernants et très pauvre en leaders. Alors le problème, c'est de promouvoir, d'abord, il faut se battre contre ces gouvernants actuels-là, où qu'ils soient et quelle que soit leur forme, pour en débarrasser le visage de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Vraiment, je prends des risques. Sinon, nous risquons d'avoir des problèmes très, très sérieux à résoudre, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Deuxièmement, il faut promouvoir une nouvelle génération ou de nouvelles générations de leaders africains, des générations de leaders africains. C'est vous, les gens de votre âge, vos enfants, commencez déjà à mettre en place des institutions avec des programmes de formation, d'éducation à la citoyenneté, à l'africanité, à la conscience africaine, pour reformater le cœur et l'esprit de cette jeunesse-là, qu'elle se réapproprie son identité africaine, qu'elle sache ce que son continent a contribué à l'histoire de l'humanité, que son continent, malgré les discours de dénigration, reste le centre du monde. C'est pour cela que tout le monde est ici. Hein. Et vous savez, ils passent le temps à insulter l'Afrique. Mais ils ne vont jamais partir d'ici. Je vous jure que le jour où on essaiera de trouver le moyen de dire « partez chez vous », certains préféreront se suicider plutôt que de repartir chez eux parce que l'Afrique a toujours été au centre. D'abord, sur le plan géopolitique, l'Afrique est au centre de la carte du monde. C'est pour cela d'ailleurs que des événements comme la Deuxième Guerre mondiale, la fin, l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, s'est décidée ici en Afrique, hein, dans le nord de l'Afrique, à la bataille de El Alamein, etc., quand les troupes alliées, commandées par le général Montgomery, ont vaincu les troupes de l'Africa Corps, hein, commandées par Rommel, etc. L'Afrique a toujours été au centre du monde. Sur le plan des richesses économiques également, des richesses naturelles, on le sait. Sur le plan démographique également, l'Afrique, et c'est pour cela qu'ils font tout aujourd'hui pour essayer de convaincre les Africains
à faire moins d'enfants, pendant que eux, le président français par exemple est un exemple, pendant que eux appliquent des politiques hautement natalistes parce qu'ils cherchent à inverser la tendance démographique d'une population vieillissante, alors qu'ici, nous avons non seulement une population de plus d'1 milliard, je crois qu'on est 1,4 milliard, mais également c'est une population jeune. Donc tout cela, ce sont des aspects qu'il faut... Alors, un dernier élément, on parle de, par exemple, les économistes aiment bien citer la marginalité de l'Afrique dans le commerce mondial. Eh bien, c'est faux. Il y a un critère qu'on appelle le ratio d'intégration. Ça a été mis en place par l'école de Dakar, les Samiramine, les Chérif Salif Sy, les Bouba Diop et d'autres, etc., travaillant dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et qui montre que l'Afrique est le continent le plus intégré, peut-être pas le mieux intégré, mais le plus intégré. Le plus intégré, à raison de plus de 40% de ratio d'intégration, contre 19% à l'Europe et 25% à l'Asie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, et j'aimerais vraiment venir à bout des deux petites questions qui me restent avec vous. Professeur Diop, on a parlé longuement de l'implication des pays limitrophes africains dans les soubassements même de la société sud-africaine. Aujourd'hui, on a la Zambie, par exemple, qui a annulé un match amical avec l'Afrique du Sud pour des raisons de sécurité, après ce qui s'est passé récemment. On a aussi le Nigeria qui a boycotté carrément le sommet mondial, le forum économique mondial sur l'Afrique à cause de ces événements-là. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les conséquences de manière macro, surtout le continent, si ce genre de division continue à avoir le noir qui tue le noir? Qu'est-ce que ça fait à notre continent? Oui, je pense que ces réactions dont vous avez parlé, c'est des réactions tout à fait normales. Quand on dirige un État, la réciprocité est quelque chose de tout à fait compréhensible, puisque quand vous dirigez un État, vous êtes élu et on verrait mal comment des ressortissants de votre pays sont maltraités sans que vous ne puissiez réagir, ne serait-ce que sur le plan diplomatique, et montrer effectivement qu'on peut faire en sorte qu'on puisse vous entendre. Donc, ce que ces pays africains ont eu à faire, je pense que c'est pédagogique, c'est andragogique, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait, et là je lance un appel aux professionnels des communications, il faut chaque fois approfondir l'analyse. C'est vrai qu'il y a des réactions de ces pays limitrophes, mais il y a des réactions internes. Malema, qui est sud-africain, jeune, a eu à réagir en montrant que ce ne sont pas ces étrangers, entre guillemets, qui sont à l'origine des problèmes. Donc, la bipolarisation blanc-noir, pour le cas sud-africain, il faut dire qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les métis, il y a ce qu'on appelle les Indiens. Le clivage, à mon avis, dans nos sociétés, ça doit être de voir la question de l'avoir, les biens dont il a parlé au départ. Qui détient les moyens, donc les richesses, le savoir, qui reçoit une éducation correcte dans les langues africaines, parce que l'utilisation dans les langues étrangères, ça nous conduit pour l'essentiel vers la mondialisation effrénée et vers également le mimétisme, pour l'essentiel. Mais le grand débat, c'est les droits linguistiques des peuples. Les gens doivent être éduqués d'abord dans leur langue, et ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble de ces pays. Et il faut arrêter de faire les perroquets, c'est-à-dire qu'on puisse parler effectivement aux autres et ne pas nous parler nous-mêmes dans des débats intérieurs sur le plan législatif, sur le plan... Et enfin, la question de la capacitation, le renforcement des capacités. Je crois que c'est à ces trois niveaux qu'il faut situer les clivages et faire en sorte qu'on puisse ensuite coopérer avec l'extérieur, avec le reste du monde. Je pense que c'est à ces niveaux. Moi, je ne suis pas pessimiste. Dans son dernier ouvrage, Cheikh Anta Diop insistait sur deux dimensions pour ce qui est de l'avenir des peuples. Le rôle des jeunes, les jeunes éduqués bien sûr, informés
peuvent renverser les tendances, qu'ils soient blancs, jaunes, noirs, etc. Et le rôle des nouvelles technologies de la communication. Je crois que ces facteurs-là peuvent aider à changer les donnes et qu'on évite les réductions. Je prends l'exemple du Soudan, parce qu'on aurait pu en parler. Il y a des problèmes au Soudan, en Mauritanie, surtout les pays qui sont entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord. Ces pays-là, le Soudan, chaque fois qu'il y a un événement, on dit oui, il y a des conflits entre les Arabes et les Noirs. Comme si les Arabes, ils sont pas noirs. Il y a beaucoup de Noirs qui sont dans ces pays, mais on réduit le débat à des questions épidermiques. Or, il y a des problèmes de fond, c'est les questions de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Mais à ce niveau-là, il y a un problème identitaire, parce que quand le problème identitaire existe. Oui. L'identité, c'est une construction. C'est une construction qu'on fait. Je respecte les identités linguistiques, les identités religieuses, mais ces identités ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, je dis, c'est autour de ces questions. De l'avoir, il faut manger, il faut boire, il faut voir qui détient les richesses et pourquoi ces richesses ne sont pas distribuées correctement. La question du savoir, l'éducation qui donne des chances à tout le monde et la question du renforcement des capacités pour qu'on puisse s'élever, qu'on soit homme, femme, qu'on soit jeune, adulte, c'est autour de ces questions-là qu'il faut que les questions soient posées, sinon on ne va pas sortir, il va y avoir des raisons. Vous savez, actuellement, Trump, c'est un des hommes les plus riches aux États-Unis. Et les plus puissants. Donc c'est des questions économiques. Et maintenant, toutes les, excusez-moi du terme, ces envolées et toutes les conneries qu'ils développent, ben, c'est tout simplement pour masquer les enjeux économiques. Et ça, vous avez raison. Il faut le combattre sur le plan idéologique, mais sur le plan économique et sur le plan politique. D'accord. On en arrive à la fin de l'émission, mais bien sûr, j'aimerais que... Je sais qu'il y a énormément de choses à dire encore. Je ne sais pas, peut-être qu'on fera une deuxième partie. Mais j'aimerais terminer en vous demandant vos mots de la fin rapidement. Monsieur l'ambassadeur. Avant d'en arriver au mot de la fin, je voulais juste réagir à ce que Bouba vient de dire. Il est vrai que la question fondamentalement, c'est la question de l'avoir, du pouvoir, etc. Mais nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, et j'insiste là-dessus, occulter la question des relations problématiques entre les Africains et les Arabes. Ça, c'est une réalité que l'on peut voir, c'est une réalité matérielle dans la frange sahalo-saharienne en particulier, entre l'océan Atlantique et la mer Rouge. C'est une réalité, c'est des relations de prédation, des relations d'assujettissement, d'exploitation, etc. et de mépris, on peut le voir au Mali, etc. etc. quoi. Donc, ce n'est pas pour dire que une question fondamentale, c'est la question de l'accès à l'avoir, mais parfois, l'identité ethnique peut être un moteur pour pouvoir accéder aux lieux de savoir, aux lieux d'avoir, aux avoirs, etc., etc. Et pour terminer, il est encore possible. Ce que la main fait, la main droite fait, la main gauche peut le défaire, si on s'organise très bien. Si on est unis, si on fait attention, si on règle les questions de souveraineté, si on règle les questions d'unité, il est possible de changer le visage de l'Afrique. Mais pour cela, il faut que nous changions le regard que nous portons sur nous-mêmes. Il faut que nous fassions preuve d'un peu plus de résilience. Il faut que nous ayons un projet. Nous n'avons pas de projet. Nous parlons par exemple aujourd'hui des Chinois, des autres qui viennent. Mais le problème, ce ne sont ni les Chinois, ni les Français, ni les autres. C'est nous-mêmes. Quel est notre plan, nous, en tant qu'Africains? Et ce plan-là, ce n'est pas au sein de l'Union africaine telle qu'elle est aujourd'hui. C'est au sein d'une Union africaine réformée. Heureusement qu'on parle aujourd'hui des réformes à l'ordre du jour, etc., de la création d'une zone de libre-échange. C'est des choses comme ça qu'il faut. Mais il faut un sursaut, il faut un changement de paradigme. Il faut que nous ayons la capacité, quand nous échouons, d'avoir la force spirituelle et morale de nous redresser, d'enlever la poussière là et de retourner au combat avec davantage d'ardeur
et avec l'espoir et la rage de pouvoir vaincre, quoi. Je pense que cela, c'est quelque chose qui est important, qui peut nous permettre de régler, y compris les problèmes d'afrophobie, mais également d'autres problèmes de notre continent et de notre peuple. Exactement. Professeur Diop. Mes derniers mots, Oui, c'est avoir confiance en soi et s'organiser. Ce sont nos parents noirs américains qui disent que you have to organize yourself. If not, you will agonize. Si vous ne vous organisez pas, vous allez agoniser. Il faut donc qu'on s'organise et qu'on soit solidaire entre nous et solidaire avec le reste du monde. Voilà, je crois que c'est ça qui nous permettra de vivre heureux et de savoir que l'être humain, les découvertes les plus récentes montrent que tous ces êtres sont venus d'Afrique. Eh bien, ils ont peuplé le reste des continents. Donc, ces personnes-là aussi sont les bienvenus en Afrique. Et il faut qu'ils acceptent aussi que les Africains puissent aussi bouger. Regardons le règne animal, regardons les oiseaux, regardons également ce qu'ils font. Ben, ils n'ont pas besoin de visa. Et à Ndjudj, le parc de Ndjudj, pendant l'hiver, tous ces oiseaux viennent ici, sur cette terre d'Afrique. Mon Dieu, alors faisons comme les autres. Et cette terre-là, c'est la nôtre. Alors il faut penser à ça. Exactement. Je vous invite à aller au Ndjudj au mois de février. Tous les oiseaux viennent d'Europe et d'Amérique. Alors faisons comme ces oiseaux, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de problème. Ben, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette émission véridique et pleine de richesse et de connaissances. Vous avez suivi Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous bientôt sur ITV. Merci à toute l'équipe. À bientôt.